Ouais, c'est complètement ça, c'est saisir les opportunités. Alors j'ai complètement été dans une case. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que j'en suis sortie. J'avais une facilité à partir et à dire bon bah stop. Moi j'ai quand même déménagé 11 fois en 8 ans. Un peu le Graal du CDI, cadre, bon salaire, bons avantages. Enfin, la minute d'après, j'avais ma lettre de démission sur son bureau. Et là je me suis dit, bah ouais mais je vais faire quoi du coup? Et en fait, de quoi j'ai vraiment besoin? C'est d'avoir un bon poste, un CDI, souvent 2 cadres, une maison, une grosse voiture, des enfants. Bah en fait ça à 25 ans on peut l'avoir et en fait une fois qu'on a eu ça, on fait quoi après? C'est quoi la réussite pour moi et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvel épisode, on se retrouve avec Laura. Alors Laura, elle se définit comme une slasheuse. Elle ne se contente pas d'exercer une seule activité, mais plusieurs. Ça, elle va vous l'expliquer elle-même dans l'épisode, vous inquiétez pas. Elle va vous partager son parcours et bien sûr sa vision des choses, ses réussites. Je tiens également à remercier le lieu où on a enregistré cette vidéo. Comme l'épisode avec Roxane, on était à la grande école au Havre et je remercie tout le personnel avec qui j'ai pu échanger et qui m'a laissé enregistrer cette vidéo dans ce superbe lieu. Alors comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Je le répète, mais c'est super important. N'hésite pas à me dire si l'épisode t'a plu, s'il y a d'autres concepts que tu voudrais voir ou que tu voudrais revoir, parce que c'est vrai qu'en fonction des personnes, j'amène les choses différemment pendant l'interview. Ah oui, alors en fait, cette vidéo sortira juste après Noël. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite de passer un agréable moment en visionnant ou en écoutant ce podcast et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bonjour Laura. Bonjour Julien. Bon, je suis content de t'accueillir ici dans ce lieu, dans la grande école. On était déjà ici avec Roxane lors du dernier épisode. Donc voilà, je suis content de te retrouver une fois de plus dans ce lieu. Laura, est-ce que tu peux, tout d'abord, comme je le fais avec tous les invités, est-ce que tu peux te présenter rapidement, toi, et aussi tes activités? Oui, tout à fait. Ben déjà, merci aussi pour l'accueil parce que mine de rien, ça fait super plaisir d'être invitée sur ton podcast. Moi, je suis Laura, j'ai 29 ans, je suis havraise, c'est quand même important de le dire, parce qu'on est au Havre, donc très important. Au niveau de mes activités, je pense que ça va être un peu le sujet aussi parce que c'est assez particulier, parce qu'en fait, aujourd'hui, si je dois vraiment me définir en un mot, le seul qui me vient, c'est slasheuse. Et c'est un mot qui est finalement assez nouveau et qui représente le fait d'exercer plusieurs activités en même temps. Et c'est vraiment moi, un mode de vie qui me parle beaucoup et ce vers quoi je tends finalement dans ma vie, c'est de pouvoir en fait exercer plusieurs métiers, plusieurs activités et construire un peu ma vie au fur et à mesure en fait, au sens où je l'entends moi, c'est-à-dire que on évolue tous dans le temps et donc au fur et à mesure de mon évolution personnelle et de ce qui va se passer dans ma vie, j'ai vraiment envie de pouvoir en fait saisir les opportunités quand elles se présentent, si j'en ai envie. Ouvrir un nouveau service, si j'en ai envie sur un coup de tête, c'est un peu ce que j'ai fait là pour la fin d'année, mais je pense que voilà, on va peut-être en reparler. Mais grosso modo, mes activités principales, la première, c'est que je suis tout simplement vendeuse chez Decathlon aujourd'hui. À côté de ça, j'ai un service de conseil en adoption de chiens, un second service qui n'a absolument rien à voir, qui est du coaching en reconversion professionnelle, vraiment ciblé plutôt pour les femmes. Et puis là, cette fin d'année, j'ai lancé un service de gestion des cadeaux de Noël. Donc je me suis occupée des cadeaux de Noël pour une cliente en fait qui manquait un peu de temps dans son emploi du temps. Et donc c'est moi qui allais faire ses cadeaux pour elle. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai sorti comme donc ça. C'est comme un peu une principe de conciergerie, mais vraiment ouais, personal shopper un peu. Ouais. Beaucoup de gens qui m'ont dit ça. D'accord, donc ça c'est officiel, c'est lancé aussi? Oui, alors c'était beaucoup là pour la fin d'année, pour tester un peu le service et pouvoir le relancer. Mais tu vois, comme je te dis, c'est vraiment en termes d'opportunité, c'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir pour ça, il n'y a pas de souci, je peux le faire, quoi. Donc c'est vrai qu'avec tes différentes activités, comme tu dis, tu te considères comme slasheuse, c'est ça le terme? Ouais, c'est ça le terme. Ça. Et donc, il n'y a pas vraiment une activité que tu mettrais devant une autre, en fait? En termes d'organisation, moi, de ma vie de tous les jours et de ma vision, il y aurait quand même une grosse part autour du coaching en reconversion qui me parle vraiment et qui est vraiment une activité que j'ai envie de mettre un peu plus en avant et tournerait autour de ça plusieurs services qui, là, pourraient aller et venir finalement en fonction de ce qui se présente, de mes envies aussi, de mes besoins du moment.
Voilà. Et en termes de temps, par contre, et d'investissement, quelle activité qui te prend le plus de temps? Alors aujourd'hui, c'est difficile à dire. Je pense que ça se situe entre vraiment Decathlon et le coaching, parce que j'ai quand même un contrat de 15 heures par semaine. Donc finalement, c'est ça un peu qui rythme mes semaines aujourd'hui. Et puis le coaching, c'est une grosse part parce qu'il y a beaucoup de communication dessus, sur les réseaux sociaux notamment, ça prend beaucoup de temps. Et comme c'est celle sur laquelle je communique le plus aujourd'hui, c'est forcément ce qui me prend le plus de temps. Sachant qu'en arrière-plan, il y a le conseil en adoption où il y a aussi un compte Instagram, mais qui est un peu en arrière-plan aujourd'hui parce que j'essaye de le maintenir. Il y a des projets à venir un peu plus importants, mais qui vont venir se placer aussi parce qu'on n'a tous que 24 heures dans une journée, donc il faut faire avec aussi. Il faut dormir un peu dans ces 24 heures. En général, c'est mieux. Mais ouais, globalement, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais je fais aussi de la gestion administrative pour une psychologue qui est une amie et du coup maintenant quelqu'un avec qui je travaille un petit peu. Et j'ai un ami qui m'a demandé aussi de lui faire ses programmes de musculation. Ok, donc c'est vraiment... Donc là, on rajoute quand même 2 activités en plus. Ouais, c'est ça, qui prennent beaucoup moins de temps pour le coup, mais qui sont quand même là. Tu vois, ça fait vraiment un petit système avec les grosses activités et autour plein de petites qui viennent s'y ajouter. Donc oui, donc si je résume bien, donc les grosses activités, donc Decathlon et l'activité de coaching en reconversion, et après toutes les petites autour qui peuvent, entre guillemets, aller venir. Enfin, si tu en arrêtes une, si tu peux arrêter, créer une autre, etc. Complètement. D'accord. Donc aujourd'hui, tu t'y retrouves correctement comme ça, avec toutes ces activités, tu arrives à tout gérer? Oui, alors plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont toujours un peu en pause. Là, en ce moment, c'est le conseil en adoption où je maintiens la communication parce que je continue à poster sur les réseaux régulièrement pour pas que le compte finalement meure, ce qui serait dommage. Par contre, j'ai pas un gros travail en ce moment dans le sens où je suis pas concentrée dessus sur le développement et les projets. Donc il y a des choses qui en fonction des moments, vont plus ressortir, d'autres moins. Là, il y a eu la gestion des cadeaux de Noël. Donc forcément, là, ça se fait sur une période assez courte. Donc ça a pris un peu le dessus aussi. Et puis voilà, ça se module un peu comme ça. Et en fonction de comment vont évoluer les choses, même au niveau des activités en elles-mêmes, ouais, c'est vraiment ça, de mes envies du moment, de comment je gère mon emploi du temps. Il y a le côté financier aussi, qui est important, mine de rien. Ça va un peu se moduler. En fait, t'as pas vraiment une direction tracée. Tu te laisses libre un petit peu à tout ce qui te vient. Et, tu laisses un peu les choses faire. Oui, c'est un peu ça. Tu fais un peu les choses au feeling, en fait. C'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est saisir les opportunités. En fait, j'aime pas être trop dans des cases. Et du coup, j'ai vraiment ce besoin-là de pouvoir m'écouter. Si demain, je sais pas, quelqu'un me propose un contrat, même salarié, mais alors je prendrai jamais de 35 heures ou de contrat cadre aujourd'hui parce que c'est pas du tout dans mes objectifs. Mais par contre, si j'ai une proposition de contrat avec quelqu'un et que je sens que vraiment ça va être une super expérience et que j'ai envie de le faire, en fait, sans problème, je le fais, quoi. Et je vais mettre d'autres choses de côté pour pouvoir faire ça. Et ouais, c'est vraiment comme ça que ça vient se moduler. Tu parlais justement que tu n'aimais pas être dans une case. Est-ce que, par rapport à ton parcours, ça t'est déjà arrivé justement d'être dans une case et c'est ça justement que tu veux éviter? Oui. Si on peut revenir un peu sur ton parcours, parce que là, tu nous as présenté cette activité. Qu'est-ce que tu as fait avant? C'est quoi un peu ton parcours après l'école? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai complètement été dans une case. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que j'en suis sortie. Non, je pense que comme beaucoup, en fait, j'ai suivi au départ la voie un peu tracée, finalement, parce que j'étais pas trop mauvaise à l'école. J'avais un peu cette étiquette de petite fille parfaite qui suit un peu le chemin, que j'ai gardé assez longtemps. Donc en fait, comme j'étais bonne à l'école, j'ai continué, j'ai fait un bac S déjà. D'accord. J'étais meilleure en sciences, donc la question s'est jamais posée, j'ai fait un bac S. Exactement. Derrière, s'est posé la question, qu'est-ce que je vais faire après le bac? De là, moi, à ce moment-là, j'avais plusieurs idées, puisque je voulais être soit vétérinaire, soit volcanologue, qui sont deux choses différentes, mais qui demandent quand même pas mal d'études, finalement. Et en fait, j'étais dans une famille qui avait
qui n'avaient pas forcément les moyens, par exemple, de m'envoyer à l'autre bout de la France, de me prendre un appart et donc peut-être de faire une école hyper spécifique comme certains peuvent faire. Et donc du coup, la question de faire ça ne s'est pas vraiment posée. J'avais pas non plus beaucoup dans mon entourage de personnes qui avaient déjà fait des études. Donc en fait, j'étais un peu dans le flou sur ce qui était possible. Et en fait, j'ai choisi tout simplement presque un peu la facilité, puisqu'au Havre, il y avait une licence de biologie option géologie. Et à l'époque où j'y étais, du coup, l'option géologie était quand même assez développée, et il y a des gens qui en sortaient, qui arrivaient à faire... j'ai quelqu'un d'ailleurs qui me vient en tête, qui a fait un master après en Auvergne et qui aujourd'hui est volcanologue. Donc en fait, ce chemin-là semblait possible en passant par Le Havre et sans bouger de ma région finalement et en restant à côté. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé cette licence de biologie option géologie. Je détestais la biologie, donc c'était très difficile parce que j'avais des très mauvaises notes en biologie. J'étais par contre très très forte en géologie. De toute façon, moi, quand ça m'intéresse et en fonction des professeurs qu'on a que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ça, souvent, ça dépend de la méthode dans laquelle toi, tu arrives à apprendre. C'est ça. Et en fait, quand j'ai pas d'intérêt à apprendre quelque chose, mon cerveau fait un blocage complet. Et du coup, au niveau des notes, c'était très compliqué. Et en fait, arrivé en deuxième année de licence, ils ont supprimé l'option géologie. Donc à ce moment-là, je me suis retrouvée à devoir partir parce que je voulais pas du tout me lancer dans la biologie. Donc il fallait que je trouve la géologie ailleurs. Donc j'ai cherché en fait un autre cursus. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais en licence 2, mais je me suis surtout concentrée sur le master qu'il y avait après pour pas être obligée de rebouger sans cesse. Et j'avais en ligne de mire une école à Paris, mais Paris, c'est vraiment un environnement qui me convient pas du tout. Et Besançon, où il y avait notamment un master en apprentissage. Et en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment envie de travailler. À l'université, c'était très compliqué pour moi. Je me reconnaissais pas du tout dans les valeurs que les gens avaient. C'est vraiment un environnement qui me convenait pas. J'y étais parce que j'étais bonne à l'école et que j'étais sur un chemin dans ma case, en fait, clairement. Et donc, je voulais continuer, mais j'avais besoin d'avoir ce pied-là dans le monde du travail, que j'ai eu assez tôt, parce qu'à partir de 17 ans, j'ai commencé à travailler aussi en parallèle de mes études. Tu faisais quoi ? Alors, j'ai commencé en travaillant en boulangerie, l'été, en Bretagne. Ensuite, j'ai été chez Decathlon déjà en contrat étudiant. Donc, c'est une longue histoire. C'est ça. C'est là que j'ai mis un pied, en fait, finalement. Un premier pied. Donc en fait, j'ai redoublé ma licence 1. Donc ma deuxième licence 1, je travaillais chez Decathlon en contrat étudiant, sachant que j'avais moins d'heures à la fac. J'ai démissionné parce que je pensais que je ne pourrais pas gérer ma deuxième année de licence pleine, du coup, en même temps que Decathlon. Finalement, je me suis vite ennuyée. J'avais besoin de travailler, j'avais ce besoin-là de travailler. Et en fait, du coup, ils m'ont rappelé pour me redonner un contrat plus petit sur un autre rayon. Et j'ai dit oui tout de suite. Donc j'ai continué ça en même temps. Et quand je suis partie à Besançon, j'ai été mutée au Decathlon Besançon. D'accord. Et là, pour le coup, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré que 6 mois parce que l'ambiance et la méthode de travail là-bas n'étaient pas du tout la même et ne me convenaient pas du tout. Et donc, déjà, à ce moment-là, quand j'étais dans un environnement qui ne me convenait pas, j'avais une facilité à partir et à dire « bon, bah stop ». Donc déjà, on sentait un peu ça commençait déjà à basculer, voilà. Mais ouais, du coup, j'ai travaillé assez tôt et donc j'ai fait ce master là en apprentissage à Besançon. Donc là, c'est pareil, en fait, j'ai mis un pied dans l'entreprise qui m'a embauchée en 3e année de licence en stage. Ils m'ont repris l'été d'après en intérim sur les carrières, parce que c'était dans le géologique, donc tout ce qui est granulat, exploitation du sol, ce genre de choses. Et puis derrière, ils m'ont embauché aussitôt en contrat d'apprentissage. Et ils m'ont repris derrière en CDI, cette fois en Champagne-Ardenne. D'accord. Donc en fait, j'ai pas mal bougé et dans mon parcours, j'ai calculé la dernière fois, j'ai quand même déménagé 11 fois en 8 ans. Ah oui, c'est énorme. Donc je bouge beaucoup et j'en change beaucoup d'appartements. Dans ce métier-là, tu faisais quoi exactement ? Moi qui connais rien à la géologie, par exemple, concrètement, qu'est-ce que tu faisais ? Alors du coup, en CDI, j'ai été embauchée en tant que responsable foncier environnement ou géologue foncier. Il y a plusieurs titres, on ne sait pas trop. L'idée et l'intérêt du géologue là-dedans, c'est vraiment la prospection au niveau des terrains.
En fait, le rôle du responsable foncier dans une entreprise de granulat, parce qu'il y a des responsables fonciers dans d'autres branches, c'est de chercher des terrains qui sont exploitables. D'accord. Donc ça, c'est le côté géologique, parce qu'évidemment, il faut regarder au niveau de la géologie s'il y a une potentielle S'il y a un intérêt, non, exploitation. terrain, Ouais, voilà, s'il y a un intérêt pour le terrain, si c'est exploitable, si le sous-sol est exploitable. Mais après, ce qui m'a plu aussi dans ce métier, c'est que c'est hyper vaste, c'est-à-dire qu'au début, il y a la géologie, mais il n'y en a pas trop parce que les études, au final, m'avaient un peu dégoûtée, petit à petit, de la géologie, de cette passion-là. Donc j'avais envie d'en faire, mais pas trop non plus. Et donc il y avait ce côté géologie, mais après avoir trouvé le terrain, il y a toute la partie négociation avec les propriétaires des terrains, parce qu'en fait, on leur loue le sous-sol, ou on leur achète, ça dépend, mais en général, c'est plutôt une sorte de location. Il y a aussi la négociation avec tout ce qui est mairie, des discussions avec, par exemple, les DREAL, ce genre de choses. Toute la partie rédaction des dossiers aussi, parce que c'est quand même des dossiers de demande qui sont des usines à gaz. On peut mettre plus de 5 ans facile pour obtenir, en fait, entre le début des recherches et l'obtention du permis. Donc c'est très très long. Et en fait, le responsable foncier, c'est vraiment un peu le fil rouge de toute cette partie. Il est aussi beaucoup en contact avec les associations environnementales, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les dossiers pour valider en fait, les dossiers et les remises en état derrière aussi, parce qu'il y a tout un système de remise en état. Donc c'est très très vaste. On a du travail aussi un peu plus sur le terrain et en cours d'exploitation, parce qu'il y a souvent des changements ou des modifications. Donc c'est au responsable foncier de faire le dossier quand c'est comme ça. Donc c'est très varié, et en fait je pense que c'est vraiment ça qui m'a plu, le côté varié du métier, où on n'est pas tout le temps à faire la même chose. Ouais, c'était des choses différentes. Mais justement, tu dis que c'était très varié, ça te plaisait, c'est quoi le déclic ? C'est quoi le hic ? C'est quoi le hic ? Et du coup, je pense que j'ai commencé à me poser des questions, j'étais déjà en licence 3, donc j'ai quand même continué quelques années après. À ce moment-là, déjà, je sentais que j'étais plus tellement à ma place. Enfin, l'université, c'était de pire en pire. Je me reconnaissais vraiment plus dans ce milieu-là. Et à ce moment-là, en fait, je me disais, ouais, mais en fait, t'as déjà fait 3 ans. Il te reste 2. Enfin, c'est dommage d'arrêter maintenant. Continue. Ça ira mieux quand tu seras en CDI, quand tu seras dans le monde du travail. Donc, j'ai continué. Et puis, c'est vraiment, je pense, le déclic a commencé à se faire en fait en 2e année de master. On m'a demandé en fait de partir à Châlons en Champagne, donc à ce moment-là, pour terminer mon apprentissage en vue d'un CDI, parce qu'il y avait une place à Châlons qu'il n'y avait pas à Besançon, où ça se passait plutôt bien avec les équipes. J'aimais bien aussi le secteur parce que c'est très montagneux, j'aime beaucoup la montagne, j'adore la mer, mais j'aime aussi beaucoup la montagne. Et donc, quand on m'a demandé de partir, j'étais pas hyper enchantée. Ouais. Mais en même temps, je me disais, tu verras par toi-même, peut-être que Châlons, ça va pas être si terrible, sachant que tout le monde me disait que c'était horrible, Châlons. Enfin, c'était vraiment... T'avais eu une image négative du lieu. Ouais, très négative. Et du coup, moi, je me disais, non, tu verras par toi-même, peut-être que t'auras pas cette vision-là. Et puis, en fait, t'as fait 5 ans d'études, on t'offre un super CDI, l'opportunité, quoi. Et puis, toujours dans ce chemin qu'il fallait suivre, et avec, à l'arrivée... un peu le Graal du CDI, cadre, bon salaire, bons avantages, enfin tout ce qui allait bien sur le papier, tout était parfait, quoi. Et donc déjà je suis arrivée à Châlons, j'ai pas du tout aimé la région, parce que pour le coup il y a ni la mer ni la montagne, et j'aime à dire qu'il y a même pas de vaches, donc c'est quand même super triste. Donc ça a confirmé. Ouais, c'est quand même très particulier. Après, il y en a qui s'y plaisent. On juge pas. On juge pas. Il y a le champagne. C'est ça. Sûrement des choses à faire. Voilà, exactement. Il y a probablement. On peut pas tout avoir. Voilà, plein de choses à faire, mais en l'occurrence, moi, ça ne me convenait pas. Et donc, il y a eu ça, et il y a eu que, en fait, l'équipe dans laquelle je suis arrivée me correspondait pas du tout. C'est-à-dire que ça s'est pas très très bien passé. Alors, j'ai des collègues avec qui ça s'est super bien passé. Ouais. Ceux, en fait, avec qui je travaillais, en général, c'est souvent comme ça. Ceux avec qui je travaillais en direct, ça se passe très très bien. Mais avec mon responsable à l'époque et même l'ambiance globale de l'équipe, répondait pas du tout à mes valeurs, quoi. C'était très...
chacun pour soi, juste le m'as-tu vu, quoi. C'était pas vraiment le travail fourni presque qui comptait, mais plus comment t'allais montrer ce que t'avais fait et comment t'allais être sans arrêt dans le bureau du patron pour... Oui, pour te faire bien voir voilà. et puis pour montrer que c'est toi qui as fait... C'est ça. Ouais. Donc autant dire que ça me ressemble pas du tout. Du coup, le chef d'équipe n'était pas très en accord avec ça, je pense. Donc l'ambiance était pas vraiment super. Et puis il y a eu le Covid. Je pense pour beaucoup, ça a vraiment été un élément clé du changement. Parce que ça a été géré comme ça a été géré, pas très bien, comme pour beaucoup, je pense. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune information, on nous a dit qu'on ne travaillait pas. Mais en même temps, on ne savait pas si on était en chômage partiel ou si on était en congé. Donc, on ne savait pas s'il fallait qu'on travaille ou pas. Ouais. On a eu des réunions, pas mal de réunions, où en fait, on n'avait aucune info. Les réunions de base totalement inutiles, qu'on adore. Et puis, du jour au lendemain, on nous dit vous revenez au bureau, alors que c'était encore une période où... tout le monde faisait du télétravail, quoi, hein, et notre travail, en l'occurrence, pouvait totalement être fait à distance, sachant qu'il n'y avait pas de rendez-vous client, parce que tout était arrêté encore à ce niveau-là. Et malgré tout, on nous a quand même demandé de revenir au bureau. Donc, il y a eu beaucoup d'incompréhension, je pense, là-dessus, parce qu'on était encore vachement dans la peur du Covid. C'était au moment mais attends, on nous demande de revenir au bureau, alors que on peut le faire à distance. On n'est pas l'intérêt. Voilà, donc il y a eu ça. En arrivant, on nous a appris que finalement, on était en congé et qu'en fait, on nous avait pris tous nos congés sur l'année, donc on n'en avait plus. Sachant que moi, mes congés ne me servaient pas à partir aux Caraïbes, mais à aller voir ma famille et mon conjoint à l'époque, parce que ma famille était en Normandie et mon conjoint était en Alsace. Donc en fait, je faisais la route tous les week-ends et mes congés, je les posais par-ci par-là pour me faire des week-ends prolongés, une petite semaine de vacances. Donc quand on m'a dit ça, je me suis dit mais comment je vais faire en fait pendant un an sans congé, avec la route tous les week-ends, ça va être un enfer. De là, j'ai quand même demandé à faire du télétravail partiel. Je me suis dit tiens, le Covid est passé par là, peut-être que le télétravail va être un peu plus au goût du jour, on sait jamais. Et donc, j'ai vachement insisté pour avoir 2 jours de télétravail dans la semaine, modulable, pour en fait appuyer le fait que, auprès de mon patron notamment, que si j'avais des rendez-vous clients, bien sûr, je ne partais pas. Et donc, c'est toi qui as apporté une solution. Tu t'es dit, c'est ça. En fait, j'ai contré un peu finalement ce qu'on aurait pu me donner comme argument pour un non. Et puis, mon collègue avec qui je travaillais tous les jours a beaucoup appuyé ma demande parce qu'il sentait bien que j'allais partir sinon. Et il n'avait pas très envie. Donc il a vraiment appuyé ma demande sur ce point, il a vraiment insisté pour que je puisse avoir ce télétravail. Et en fait, on m'a dit oui. Donc j'ai télétravaillé pendant 1 mois, 2 mois, je me suis même acheté un bureau chez mon conjoint à l'époque, je me suis installée tout ça, parce qu'on était censé avoir, quand c'était comme ça, une prime de 200 € pour le matériel. Et finalement, du jour au lendemain, on m'apprend, donc c'est même pas mon responsable qui est venu me le dire, c'est mon collègue qui est venu me dire, au fait, faut que je te dise, t'as plus le droit au télétravail. Bon, mais pourquoi ? En fait, ça a fait un scandale parce qu'il y en a qui sont jaloux. Ils disent que tu vas te faire des week-ends à la mer. Donc encore, à cause de, comme tu dis, de jalousie. L'ambiance, on ressent bien l'ambiance globale de cette entreprise, quoi. C'est-à-dire que là, on était vraiment en plein dedans. Et donc, incompréhension parce que, en fait, j'avais pris mon rythme, j'avais commencé. J'avais acheté, j'avais fait des petits investissements, mine de rien, pour m'installer, quoi. Et en fait, non. Donc, ça m'a un peu coupée dans mon élan. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, je m'en vais. Et donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été refusée, évidemment, sans qu'on m'informe de quoi que ce soit. C'est-à-dire que mon chef est passé devant mon bureau un matin, il a passé la tête, il m'a dit « Au fait, ta rupture conventionnelle, c'est non. » Et il est parti. Je dis « Bon, très bien. » Ça s'est terminé un peu comme ça. C'est ça. C'est ça. Et en fait, la minute d'après, j'avais ma lettre de démission sur son bureau. Donc en fait, ça a été, je pense, une accumulation de choses. Déjà, je pense que je savais que j'étais pas à ma place. Il y a eu la région, il y a eu l'ambiance. Il y a eu le Covid qui est venu rajouter plein de petits trucs. C'est plein de choses mis bout à bout. Voilà. Et donc là, je me suis dit, en fait, il faut que je parte. Et j'ai démissionné. Et là, je me suis dit, mais je vais faire quoi du coup ?
Oui, parce que tu démissionnes, mais sans savoir, sans Exactement. préparer l'avenir. Exactement. Je démissionne parce que je sens qu'il faut que je le fasse, que je suis plus à ma place. Et en fait, moi, je fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que c'était très réfléchi, mais à la fois assez spontané. C'est-à-dire que j'avais réfléchi, j'étais sûre de ma décision. Par contre, j'avais pas réfléchi en détail à la suite. J'avais quand même réfléchi au fait que j'allais pouvoir toucher le chômage. Je m'étais quand même renseignée là-dessus pour pas être non plus complètement sautée dans le vide sans rien. Donc voilà. Mais par contre, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je pense que j'ai vraiment un fonctionnement comme ça, c'est-à-dire que le premier message, ça a été « Ok, t'arrives à Chalon, tu t'y plais pas, l'ambiance te plaît pas ». J'ai pas écouté ce message-là. Covid, bam, 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 jusqu'à ce que « Ok, c'est bon, j'ai compris ». Tu vois ça comme des messages. Ouais, c'est ça. Je pense, à mon avis, tu dois croire au destin, les choses comme ça. Enfin, tu vois les signes. Enfin, s'il y a quelque chose qui bloque, tu te dis que c'est pour une raison, quoi. Je suis très à l'écoute des signaux extérieurs. Et pour moi, extérieur et intérieur, en fait. Parce que je savais que je me sentais mal, mais j'avais besoin presque de preuves. Et en fait, pour moi, la vie nous apporte toujours les preuves. Et elle va en rajouter, en fait, jusqu'à ce qu'on comprenne, en fait, qu'il faut qu'on fasse vraiment quelque chose. Et il y en a qui ont vraiment besoin que ça devienne très grave pour comprendre, et moi, un peu moins. Donc, mais vraiment, à partir du moment où je savais que j'étais pas à ma place et que je voulais partir, j'ai eu que des signaux mis bout à bout qui ont fait qu'au bout d'un moment, c'était la cerise sur le gâteau, j'ai posé ma démission, quoi. Et tout ça, je dirais, dans ta réflexion, c'était toute seule ou c'est aussi, tu as eu peut-être de l'aide de personnes qui t'ont aidé à voir les choses différemment ou pas ton entourage proche ou un peu plus loin, je ne sais pas. Non, c'est toute seule. Toute seule. Ouais. Là, pour le coup, pour ce genre de choses, j'ai vraiment pas besoin de personne. D'accord. Au contraire, mon entourage va plutôt me dire « Ah, t'es sûre, t'as quand même une bonne situation », va plutôt me pousser à faire l'inverse. D'accord. Et donc, tu avais quand même des gens qui te disaient par contre l'inverse. Ouais. Ils ne conseillaient pas vraiment... de démissionner. Après, typiquement, mes parents, je les comprends. Ils étaient fiers. J'avais un CDI, une bonne situation. Pour eux, c'était un peu le soulagement. Je pense que tout parent pense un peu comme ça, en fait. C'est assez bon, en fait. Ma fille, elle a réussi, elle a une bonne situation. Tu vois, on parle de réussite. Elle a réussi, elle a une bonne situation. En fait, pour moi, j'avais pas réussi, quoi. Et pour moi, j'étais pas à ma place. Et malgré les inquiétudes de mes parents, qui étaient complètement légitimes, ils n'ont jamais été bloquants dans mes décisions. C'est-à-dire qu'ils ont toujours su exprimer leurs craintes, ce qui est complètement légitime à mon sens. Sans me bloquer. Sans pour autant me dire non, mais fais pas ça. Ou c'était vraiment, mais en fait, si vraiment ça nous inquiète, ça nous fait peur. Mais on soutiendra ta décision, quoi que tu fasses, quoi. Donc, c'est cool. Là-dessus, de réussir à prendre le recul et de se dire, faut faire confiance. Et puis, oui, là-dessus, pour le coup, jamais personne m'a vraiment bloqué dans mes décisions. C'est vraiment permis de me mettre des ultimatums, par exemple. Je pense que ça doit pouvoir arriver dans certaines familles ou même dans le couple, par exemple. Je pense que ça doit pouvoir arriver que quelqu'un dise non, tu fais pas ça, quoi. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se lancent pas dans certaines choses pour ces raisons-là, parfois, donc c'est vrai que c'est dommage. Je voudrais revenir, du coup, après ça il y a eu le coaching, forcément, que tu as lancé. J'ai remarqué quelque chose sur ton compte Instagram Pro. Je trouvais étonnant, mais dans le bon sens. C'est que tu indiques aussi tes parts d'ombre. J'ai vu quand tu te présentes, tu mets tes points entre guillemets positifs et tes points, je ne sais pas si on peut dire négatifs ou moins positifs. Et je trouvais ça original parce que c'est vrai que quand on a toujours l'habitude de se présenter en disant venez me voir parce que je suis ça, en disant les points positifs. Pour toi, c'est important d'être peut-être transparente et de montrer ta vraie personne. Oui. Oui, on en parlait avant, l'authenticité. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et en fait, je pense que ça a un côté aussi un peu déculpabilisant. C'est-à-dire qu'on a tous des qualités et on a tous des défauts. Je sais pas, pour certaines personnes, un défaut va être une qualité pour une autre en plus. Donc voilà. Et en fait, je trouve ça important de se montrer pleinement. C'est-à-dire que en fait, à partir du moment où on commence à s'accepter comme on est, et c'est un travail de tous les jours, moi aujourd'hui je pense que j'accepte pas encore totalement qui je suis, on peut pas s'accepter si on n'accepte que nos bons côtés.
On a tous des côtés moins bons. Après, Oui, moins forcément. bons, ça me gêne de dire ça parce que c'est presque jugé. Non, mais... Dans le sens où, pour moi, il n'y a pas de positif ou négatif, il y a plus du plus agréable, plus désagréable. Comme les émotions, quoi. Il y a des émotions qui sont plus agréables, des émotions qui sont plus désagréables. Mais j'ai du mal avec le fait de dire positive et négative. Parce qu'en fait, si elles sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et qu'elles soient agréables ou désagréables, j'allais le dire quand même. Enfin, il y a quand même une bonne raison pour dire qu'elles sont là. Et c'est un peu pareil en fait avec les qualités et les défauts d'une personne. Personne n'a que des qualités, quoi. Non, donc, je ne connais pas. Donc, accepter aussi qu'on n'est pas toujours parfait, ça fait partie aussi, je pense, du processus et du côté authentique que j'ai envie de donner aussi dans ma communication sur le coaching en l'occurrence, quoi. Et une petite question sur ton coaching en reconversion. C'est pas une question piège. Mais du coup, tu fais des coachings en reconversion pour les femmes. Pourquoi que les femmes? On me pose souvent cette question. Alors, en fait, c'est pas que les femmes, c'est-à-dire que si un homme me contacte et que le feeling passe bien, parce que ça compte aussi pour moi, il n'y aura absolument aucun souci. S'il y a des hommes qui veulent se reconvertir, n'hésitez pas. Maintenant, c'est plus dans le côté marketing, où souvent on cible aussi un peu plus un type de personne pour la communication notamment, et aussi parce que moi je me reconnais plus dans les femmes forcément. Ça me parle plus de travailler avec des femmes dans le sens où le monde du travail aussi est quand même encore aujourd'hui difficile pour les femmes. Se lancer même dans l'entrepreneuriat est aussi parfois plus difficile pour les femmes, et même on a souvent plus de freins, plus de blocages pour ça, d'une part par parfois l'entourage, le fait peut-être qu'on soit maman ou ce genre de choses. En l'occurrence, je ne le suis pas, mais en fait, on peut avoir des blocages supplémentaires par rapport aux hommes sur nos reconversions et notre vie professionnelle au global. Et donc, c'est pour ça que je communique beaucoup plus sur la reconversion pour les femmes, parce que je me reconnais plus dans ce profil-là. J'ai plus de facilité à me projeter aussi par rapport aux femmes. Ce qui n'empêche pas que si des hommes me contactent, il n'y a aucun problème pour faire une reconversion. Exactement. Ok, donc ça fait combien de temps que tu fais cette activité? Parce que c'est la première activité que tu as lancée. Non, c'est la deuxième. Ah, mince. Ouais. En donc fait, j'ai mal commencé. C'est quoi la première activité? En fait, j'ai commencé par le conseil en adoption de chiens. D'accord. Parce qu'en fait, quand j'ai démissionné, donc je ne savais pas ce que je voulais faire, j'ai fait un coaching en reconversion professionnelle. Au départ, je me dirigeais vers un bilan de compétences et puis on m'a mis en contact finalement avec une coach en reconversion et ça s'est fait comme ça. Et à l'issue de ce coaching, je savais que je voulais créer mes propres services, en fait, vraiment moduler ma vie en fait comme moi je l'entendais, et ça me semblait pas vraiment possible dans le salariat en y étant en tout cas à 100%, et surtout dans un poste de cadre comme j'avais été, parce qu'en fait on fait beaucoup d'heures pour finalement oui, une rémunération qui est peut-être plus importante que quelqu'un qui est juste salarié en 35 heures, mais finalement reporté à l'heure, bon des fois c'est pas très équilibré. Et en fait, on a le temps de faire rien d'autre dans notre vie et on est un peu enfermé avec des œillères presque dans notre boulot et on pense qu'à ça. On se lève tôt le matin, on rentre tard le soir, on n'a pas le temps pour nos activités, pour nos familles. Enfin, moi, c'est pas comme ça que j'imagine ma vie. Et donc, à l'issue de ce coaching, ça s'est vraiment révélé le fait que j'avais envie de créer mon propre métier. Par contre, j'avais plein d'idées et je ne savais pas laquelle j'allais développer. C'est ça. Et le dernier conseil de ma coach, ça a été écoute, tu vas toucher le chômage, prends ton temps, prends plusieurs mois s'il faut pour réfléchir, écris toutes tes idées, commence à les développer sur le papier, à réfléchir précisément à ce que tu veux proposer, et tu vas voir que petit à petit, il y a des réponses qui vont venir à toi naturellement et tu vas finir par te décider sur ce que tu veux faire. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris mon temps, j'ai vraiment sur le papier, chaque idée que j'avais, j'ai tout développé, tout écrit, comment je peux faire ça, qu'est-ce que je peux proposer, pourquoi. Et en fait, très naturellement, il y en a qui se sont effacés parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était des choses que j'aimais faire pour moi,
mais que j'avais pas forcément envie de faire pour les autres. Des choses qui étaient naturelles chez moi, par exemple, tout ce qui est un peu organisation, rangement de la maison, j'avais eu des idées un peu dans ce secteur-là, et en fait, moi j'aime bien le faire chez moi, mais j'ai pas du tout envie de le faire pour les autres. Mais sur le moment, je m'en rendais pas forcément compte. Et en fait, cette idée de conseil en adoption, j'y avais pas du tout pensé. Et sur cette période, j'ai promené beaucoup ma chienne, comme toujours, parce que c'est un peu la base de ma vie. J'ai croisé énormément de gens avec qui j'ai discuté et qui m'arrêtaient en fait pour me dire ah mais c'est quoi comme chien, c'est quoi comme race, est-ce que c'est une race qui est difficile, est-ce que ça convient avec des enfants, enfin beaucoup de questions comme ça, et surtout beaucoup de gens que je croisais qui me disaient alors je prends toujours l'exemple du Malinois parce que c'est un chien assez difficile à contenter en termes de besoins, mais typiquement des gens qui me disaient ah bah moi j'aimerais trop avoir un Malinois, mais j'attends d'avoir une maison avec un jardin, typiquement le genre de truc qu'il ne faut pas me dire. Et en fait je me disais mais non, surtout pas. Enfin, je connaissais les gens souvent, donc en fait je savais que c'était pas une race qui pourrait leur correspondre, que c'est une race qui était très difficile en fait à contenter en termes de besoins. C'est surtout en ça que je l'entends. Et le coup du j'attends d'avoir un jardin, oui, donc tu veux mettre ton chien dans ton jardin et ne pas le promener. En somme, souvent, c'est ça. Et en fait, c'est pas vraiment la solution. Donc, petit à petit, à force de croiser des gens comme ça, je me suis dit, mais attends, il y a un truc là, il y a un besoin quelque part. Il y a quelque chose à faire. Et c'est là que l'idée de Welcome Dog, parce que l'entreprise s'appelle Welcome Dog, est vraiment venue hyper naturellement. Et en fait, dans la foulée, j'ai écrit un e-book qui est encore en vente aujourd'hui. Enfin, tout s'est fait très vite. Et donc, il y avait cette idée-là et l'idée du coaching, qui étaient les deux un peu côte à côte. Et je me suis dit, je vais d'abord lancer le conseil en adoption, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile et rapide à mettre en place, dans le sens où c'était assez clair dans mon esprit le besoin qu'il y avait, ce que je pouvais apporter, et ce genre de choses. Et le coaching, par contre, il fallait quand même que je fasse une formation, parce que c'est un métier qui s'apprend. Alors le terme coach n'est pas reconnu aujourd'hui, donc il y a beaucoup de gens qui se disent coach, mais qui ne sont pas vraiment coach au sens coach du terme. Ouais, c'est ça, parce que demain, tout le monde peut être coach. Exactement, voilà. Contrairement par exemple au psychologue, qui est un terme vraiment protégé. Donc je voulais faire une formation pour ça, mais comme la formation est assez coûteuse et prenait du temps, je me suis dit je vais déjà développer un peu le concept Welcome Dog. En fait, dans le développement d'une idée et d'un service, il y a énormément de choses derrière, parce qu'il y a la communication, il faut vraiment créer l'image de marque, les posts, commencer à réfléchir comment on veut communiquer, sachant que j'étais pas entrepreneur du tout à ce moment-là, donc je savais absolument pas comment on faisait. J'étais marketing, zéro connaissance, même Instagram, zéro connaissance, comment développer une offre, zéro connaissance. Donc tu as fait ça sur le tas en fait. Ouais, j'ai pris beaucoup d'accompagnement, je me suis fait beaucoup aider. Mais il y avait quand même tout ce travail de réflexion et de mise en place, et donc je me suis dit, fais ça. Et ça te laissera le temps, comme ça, dans 6 mois, 1 an, tu réfléchiras si tu as toujours envie de faire du coaching. Parce que comme j'ai souvent plein d'idées, que des fois, voir si ça partait ou pas. Voilà, ça va, ça vient, ça revient, ça repart, ça va dans tous les sens. Je voulais être sûre, avant de me lancer dans la formation, qu'elle allait me prendre du temps et de l'argent, parce que les formations, c'est quand même coûteux. Je voulais être sûre d'avoir envie de faire ça. Donc j'ai d'abord lancé le conseil en adoption. Et ensuite, une fois que tout était un peu ficelé au niveau des offres, au niveau du marketing, c'était lancé, là, je me suis dit, en fait, si, j'ai toujours envie de faire du coaching. Et donc, j'ai décidé vraiment de profiter de mes 2 ans de chômage pour faire toute la partie création, formation, tout ça. Donc, ma 2e année de chômage m'a servi à me former au coaching et à nouveau recommencer tout ce que j'avais fait pour le conseil en adoption, c'est-à-dire réfléchir aux offres, qu'est-ce que j'avais envie de faire, à mon marketing, sur quoi je communiquais, voilà. Et entre-temps, il y a eu beaucoup de formations aussi sur le marketing, parce que en fait, c'est pas inné. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en fait, il faut être multicasquette. Mais chaque petite chose qu'on fait, ça correspond à un métier finalement. Et typiquement, le marketing, c'est quand même hyper complexe.
Donc encore aujourd'hui, je fais encore des formations, j'apprends encore à communiquer via les réseaux, sachant que c'est des services à distance. Donc c'est pas la même communication que si on est en présentiel, qu'on a un bureau, que voilà. Donc c'est plus long à mettre en place, c'est plus complexe aussi. Et donc voilà, encore aujourd'hui, j'en apprends là-dessus. Ouais, t'en apprends tous les jours. Ouais. Laura, j'aimerais bien revenir sur comment je t'ai contacté. Oui. On peut le dire. T'avais posté quelque chose sur LinkedIn, comme ça que je t'ai découvert. Et c'est un post où tu parlais de l'argent, ton rapport à l'argent. T'expliquais que quand tu étais en CDI, tu gagnais bien ta vie, qu'aujourd'hui, forcément, tu avais un niveau de salaire qui était plus bas, mais qui, pour autant, te satisfaisait. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ton rapport à l'argent et de ta vision un peu des choses par rapport à ça, sachant que tu as en plus connu, je peux dire, les deux différents côtés. Situations. Donc, c'est quoi ton rapport? Est-ce que tu peux l'expliquer à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent? Oui. Alors, par où commencer? Effectivement, du coup, ce qui m'a permis, je pense, vraiment d'avoir ce recul sur mon rapport à l'argent, c'est clairement l'entrepreneuriat d'une part. Je pense que ça provoque vraiment un changement d'état d'esprit sur énormément de choses. On apprend beaucoup sur soi, on apprend beaucoup sur les autres aussi et sur... En fait, on sort des cases à ce moment-là. Et donc, ça nous permet de regarder le monde un peu différemment et de se rendre compte un peu des tendances qu'il y a, presque sociétales, j'ai envie de dire. J'utilise très souvent ce mot-là, sociétal. Chez le plus grand nombre, presque, j'ai envie de dire. Et le rapport à l'argent, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement compliqué. J'irai pas jusqu'à dire qu'aujourd'hui j'ai un bon rapport à l'argent, mais alors par contre il y a vraiment une évolution qui est énorme entre le avant et l'après, et je pense que ça va faire que évoluer. Mais effectivement, quand j'étais en CDI, j'avais une bonne situation globale. Moi j'ai pas de problème pour parler d'argent, donc je touchais 2000 € net. Mais j'avais aussi énormément d'avantages parce que j'avais une voiture, donc je ne payais pas l'essence, je ne payais pas les péages, même quand je partais en vacances, l'essence était prise en charge, les tickets restaurants, bref, pas mal d'avantages. Donc j'avais une vie qui était plutôt confortable. Après, ce qui est important à prendre en compte là-dedans, c'est que je suis née dans une famille qui n'a pas eu beaucoup de moyens. Mes parents, ils ont toujours fait en sorte qu'on ne manque pas. Donc on est toujours partis en vacances parce qu'on avait des contacts à droite à gauche pour partir en vacances. On n'a jamais manqué de rien, mais j'ai quand même encore ces images, moi, de quand j'étais petite, où il y a eu des moments très compliqués vis-à-vis de l'argent dans ma famille. Donc je suis née dans une famille plutôt modeste finalement, qui a traversé des périodes extrêmement difficiles financièrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis 2000 € c'est confortable, pour certaines personnes qui sont nées dans une famille où il y a un brassage financier qui est beaucoup plus haut, peut-être que ça peut paraître très bas. On n'a pas tous le même rapport. Voilà, justement. Ça dépend un peu de la vision des choses. Mais dans ma vision des choses, 2000 € par mois, limite, c'était presque énorme. C'est-à-dire que, même vis-à-vis de ma famille, j'avais une super situation. J'avais réussi. on va le redire. Pour le coup, t'avais réussi. J'avais réussi aux yeux de mon entourage et aux yeux de la société, parce que finalement, j'avais ce CDI, j'avais cette situation que j'ai quittée complètement. Alors, il faut savoir que j'ai eu un très bon chômage, du coup, vu que j'avais une bonne rémunération. Donc, pendant ma période de chômage, j'avais l'impression d'avoir moins, mais en même temps, je vivais encore bien. Mais je ne m'en rendais pas compte. Et après, le chômage s'est arrêté. Donc là, j'ai repris, avant que mon chômage s'arrête, j'ai repris un contrat salarié, donc mon contrat chez Decathlon. C'est en partie pour le côté financier, parce que j'avais besoin de me rassurer, parce que la deadline de fin de chômage me stressait énormément. Et en fait, ça me mettait une pression qui m'empêchait aussi d'avancer finalement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'avais un besoin d'avoir un petit contrat fixe qui me permet d'avoir une rémunération, un minimum de rémunération fixe. Après, en 15 heures, la rémunération, c'est 600 €, quoi, 600, 650 en fonction des primes. Donc, c'est un petit contrat. Et donc, je me suis retrouvée à un moment où, finalement, ma base de salaire, c'est ça. Et
vu que je fais toujours plein de petites choses et que j'arrive toujours à m'en sortir et à trouver l'argent dont j'ai besoin, j'arrive toujours à tourner autour des 1000, 1200, voilà. Avec aussi quand même, mine de rien, des rémunérations qui arrivent des entreprises. Et donc là, en fait, j'ai été vraiment dans l'expérimentation de vivre avec moins et en fait, de quoi j'ai vraiment besoin. Et en fait, on n'a pas besoin de grand-chose. On peut complètement... En fait, quand je gagnais 2000 €, j'avais l'impression que j'étais bien, mais sans plus. Aujourd'hui, quand je gagne 1004, je suis la reine du pétrole, quoi. D'accord. Donc, c'est-à-dire que... mon ambition n'est pas de rester à 1004, on est bien d'accord, hein, c'est d'augmenter. Mais du coup, c'est là qu'on voit que... En fait, il y a énormément de gens, et moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui se plaignent souvent de leur manque d'argent. Et en fait, quand on creuse, quand je leur demande combien ils gagnent, en fait, je me dis, ça va, quoi. Mais en fait, ils ont tellement la tête dans le guidon qu'ils ne se rendent pas compte que ça va. Ouais, en fait, c'est de se rendre compte et d'avoir peut-être des frais... Comme tu dis, se rendre compte de ce qu'on a réellement besoin, c'est qu'il y a des frais sûrement qui partent dans des choses qui ne sont pas forcément utiles pour soi, quoi. Exactement. Et du coup, c'est en passant vraiment par moins et en diminuant au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé finalement. Et c'est vraiment en passant par là qu'on se rend compte, en fait, de quoi j'ai vraiment besoin, avec quoi je peux vivre, et surtout, comment je change mon état d'esprit pour, malgré en fait cette somme d'argent qui me vient tous les mois, malgré ça, que je sois pas sans arrêt en fait en train de dire j'ai pas de sous, machin, truc, ça va pas, voilà. Et en fait, ce switch d'état d'esprit fait que je pense que les 3/4 de mon entourage se rend pas compte de ce que réellement je touche, et je pense que des fois, ce serait presque utile de prendre une petite feuille, de dire, ok, tu te dis que tu n'as pas assez d'argent, dis-moi concrètement ce que tu gagnes, moi je vais te dire concrètement ce que je gagne. Et en fait, c'est là que tu vois que dans l'état d'esprit et le comportement qu'on peut avoir, on ne représente pas du tout la réalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 2000 € aujourd'hui, on peut se dire qu'il est beaucoup plus dans le manque que moi aujourd'hui, alors que si on met les chiffres sur la table, c'est pas la réalité. Et encore une fois, les chiffres, ça ment pas. En fait, tu peux pas dire que tu gagnes moins si en face, tu as un chiffre qui est plus élevé que celui d'à côté. Donc, pour moi, c'est c'est des faits, quoi. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est en fait de se dire que, aujourd'hui, je gagne beaucoup moins que ce que j'avais, mais en fait, si on me reproposait ce salaire-là, je dirais non. Dans cette situation, j'entends. Et dernièrement, j'ai vu passer une offre d'emploi, justement, sur le poste que j'occupais avant, le même métier, dans une autre boîte, beaucoup plus familiale, à Annecy. Autant dire que c'est un secteur qui... Le cadre... Voilà, qui franchement me semble plutôt sympathique. Moi qui adore la montagne, en même temps, il y a quand même le lac pour le côté eau, qui est quand même là, mais c'est pas la mer, mais bon, voilà. Mais ça peut le faire. Voilà, ça peut complètement le faire. Et j'ai regardé quand même l'offre. J'ai épluché, j'ai vu le salaire qui était en plus beaucoup plus haut que ce que j'avais avant, parce que je pense qu'entre-temps, peut-être, il y a eu des augmentations, ou c'est cette boîte-là qui peut-être rémunère un peu plus. Donc, sur le papier, j'aurais pu postuler. En plus, ils cherchaient un débutant. Donc, tout correspondait. Ton profil tout pouvait correspondre. Complètement. Et en fait, je me suis dit, non. En fait, non, parce que en fait, j'ai quitté cette vie-là. Il y a des bonnes raisons. Pour l'atteinte de mon objectif, si je prends cette offre-là, je pars dans la direction opposée, en fait. Donc, j'ai pas du tout envie de revenir à ça. Et même si j'aurais pu avoir une situation financière bien plus confortable, déjà je sais que ma situation actuelle, elle n'est que temporaire et qu'elle va évoluer avec le temps, je sais que je suis sur le chemin pour l'atteinte de mes objectifs. Et en fait, ce qui est compliqué, mais à mon avis complètement nécessaire pour réussir en fait à être épanoui dans sa vie, c'est d'accepter qu'il y a l'objectif, mais il y a le chemin entre deux, et que parfois on a bien plus atteint ses objectifs déjà que ce qu'on croit.
Et en fait, à ce moment-là, je me suis posée et je me suis dit, mais attends, tu es toujours en train de te dire, oui, mon objectif, c'était de vivre de mes entreprises, de partir 5 mois à la montagne, l'hiver, et donc d'être un peu presque dans la négativité, en fait, et de se dire, en fait, je ne l'ai pas atteint, ça fait 2 ans que j'ai lancé mon entreprise, c'est long, ça démarre pas. Non, mais en fait, stop. Là, tout de suite, t'en es où? Et en fait, mon objectif de fin de coaching, que j'ai repris, ce que j'avais gardé mon carnet, c'était de trouver une vie professionnelle multi-activité avec des formations constantes pour pouvoir nourrir aussi mon esprit et mon envie d'apprendre toujours plus de choses et d'être libre de gérer mes horaires. Donc c'est l'objectif qui est atteint. En fait, cet objectif-là, il est atteint, quoi. Il est complètement atteint parce que, oui, j'ai une vie professionnelle qui est multi-activité. Je pense qu'aujourd'hui, on peut difficilement dire le contraire. Je peux saisir les opportunités quand j'en ai envie. Du point de vue de mes horaires, je gère comme je veux. Le seul petit bémol, c'est Decathlon, mais aujourd'hui, j'en ai besoin pour me sentir encore sereine. Maintenant, si demain, chez Decathlon, ça se passe pas bien et que je m'y sens plus bien, parce qu'il faut savoir que c'est un endroit où je me sens vraiment bien et j'aime vraiment ce métier, même si des fois, il y a des petites choses qui vont moins bien, mais c'est comme partout. Si un jour, on bascule dans le « ça va plus » ou « ça me convient plus », mais j'ai aucun problème à en fait poser ma démission et trouver autre chose. Donc finalement, cet objectif-là, il est atteint en fait. C'est juste que mon objectif final, non, il n'est pas atteint, mais en même temps, si je l'avais déjà atteint, je ferais quoi maintenant? Parce que en fait, j'ai 29 ans et comme souvent je le dis, pour beaucoup, l'objectif qui n'est pas vraiment le leur en fait, mais qui je pense est un peu influencé par la société, l'entourage et tout ça, c'est d'avoir un bon poste, un CDI, souvent 2 cadres, une maison, une grosse voiture, des enfants. En fait, ça, à 25 ans, on peut l'avoir. Et en fait, une fois qu'on a eu ça, on fait quoi après? Et souvent, c'est là que en fait, les gens ils commencent à s'ennuyer. Et en fait, leur vie ne leur convient pas, mais en même temps, ils ne se posent pas forcément toujours la question de ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et c'est là qu'on n'est pas heureux, en fait. Et même un exemple tout bête de la course à pied, parce que cet exemple-là, parce que je vois souvent des posts passer et peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Bon, c'est pas du tout une critique pour le coup, mais en fait, je comprends ce point de vue parce que moi aussi, je l'ai eu. Et de dire ma séance, elle était pourrie, machin. Et en fait, quand de l'extérieur, tu regardes la séance, mais en fait, c'est une super séance, tu avais un bon rythme. Peut-être ton objectif, c'est de courir 2 heures et de faire, je sais pas, un 20 km en 1h30. En fait, ça, c'est ton objectif, mais aujourd'hui, tu es en train de t'entraîner pour ton objectif. Et... Est-ce que c'est pas une manière de se rassurer pour les gens, tu vois? Peut-être se dire de se sentir un petit peu poussé, ils ont peut-être besoin de ça. Enfin, moi, j'essaie de le voir, de réfléchir à pourquoi. Oui, pour être encouragé, finalement. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas besoin de se rassurer sur, justement, qu'ils sont capables d'atteindre leur objectif. Ouais. Je pense qu'ils sont tous capables d'atteindre leur objectif. Mais après, il y a la façon de voir les choses. Après, des fois, c'est complètement humain. Et moi aussi, je le fais. Hein. Moi aussi, je vais faire ma séance, elle va être pourrie, je vais être dégoûtée. Hein. Mais des fois, en fait, revenir, prendre un peu de recul et revenir et se dire... en fait, j'ai quand même vachement progressé par rapport au début. Ouais. Et voir un peu de positif quand même dans cette situation. De regarder le chemin déjà parcouru. C'est ça, le chemin parcouru et puis où on en est aujourd'hui. Et puis, voir un peu les choses un peu plus positivement aussi, quoi. Finalement, c'est presque indispensable, quoi, parce que si on reste bloqué sur nos objectifs qu'on n'a pas encore atteints, forcément, on n'est jamais satisfait, quoi. Toi, aujourd'hui, dans ta vie, tu peux dire que tu es heureuse ou pas? Oui, franchement, oui. Et je l'ai conscientisé en fait très récemment. Et c'est super marrant que tu m'aies contactée à ce moment-là parce qu'en fait, ça a vraiment été dans ce cheminement-là où, comme je te disais, en fait, j'ai réalisé que finalement, la plupart de mes objectifs, ils étaient atteints. Et que j'étais bien en fait là, c'est-à-dire que j'ai un appartement qui est bien placé, j'ai de quoi me nourrir très bien, j'arrive quand même à sortir avec mes amis, je pars en Laponie au mois de janvier, je vais réaliser quand même mon rêve
le rêve que j'ai toujours eu de partir en Laponie. Au mois de mars, je repars au ski. Ouais, donc t'as pas de manque en fait. Non, concrètement, non. Mais il y a quelques mois, j'étais encore dans un état d'esprit à me dire oh, j'ai pas atteint mes objectifs et vraiment dans la négativité. Ouais. Et c'est pour ça que ce switch-là, je pense qu'il est hyper important de se rendre compte que, en fait, la réussite et comme le bonheur, en fait, c'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qu'on peut cultiver un peu tout le temps. Oui, qui est amené à évoluer aussi. Et oui, complètement. Ouais, à évoluer avec le temps et à se transformer avec le temps et à devenir autre chose, de plus ou moins. Mais ouais, complètement. Et justement sur la réussite, pour toi, c'est quoi, je pose à tout le monde, ta ou tes plus belles réussites? Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ma relation avec ma chienne. D'accord. C'est pour le coup Oli, elle s'appelle. C'est vraiment, c'est un peu aujourd'hui la base de ma vie. Et en fait, je fais un peu aussi mon emploi du temps autour d'elle. Et avoir cette possibilité-là, d'avoir le temps de la promener comme je le voudrais et de l'emmener là où j'ai envie et là où c'est le mieux pour elle, ça fait partie de mes objectifs de vie. Et ça fait partie de ce qui me met en joie et ce qui pour moi est une belle réussite. Parce que, en fait, il y a 1 an et demi, par exemple, elle a eu un gros accident. Et en fait, j'étais là avec elle tous les jours et j'avais la possibilité de travailler de chez moi pour rester avec elle pendant ce temps-là. Et ça n'a pas de prix. Et la relation que j'ai créée avec elle, pour moi, c'est vraiment une très belle réussite, quoi. Parce qu'il y a cette complicité, cette confiance qu'on a. Et ouais, j'ai vraiment la possibilité de faire ma vie aussi autour de ces balades, ce qui peut paraître bête pour certains, mais qui est très important pour moi. Donc ça, c'est une réussite. Et puis, en fait, d'avoir démissionné pour construire la vie que j'avais envie d'avoir et faire mes propres choix, sortir de toutes ces cases, pour moi, c'est une belle réussite aussi. Et je pense qu'il ne faut pas trop le minimiser, parce que des fois, on est tellement dans le parcours qu'on minimise vachement les choses, mais ceux qui ont vraiment le courage de démissionner et de se choisir et de se poser la question, mais c'est quoi la réussite pour moi et qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est hyper courageux et il faut plus de personnalités comme ça aujourd'hui dans le monde. Donc, et est-ce que tu aurais justement un conseil pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent pour justement avoir ce mindset-là, de se dire j'ai envie de bousculer les choses pour pouvoir réussir selon ma vision à moi? Un conseil, un ou quelques conseils. C'est difficile, mais déjà, il faut en avoir envie, en avoir conscience, parce que souvent, on est un peu bloqué, on est un peu dans notre tunnel avec nos œillères, et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'en prendre conscience. Et je peux le comprendre, et dans ce cas-là, ne le faites pas, quoi, j'ai envie de dire. Mais il y a un moment, c'est vraiment l'envie et l'envie de se choisir soi qui va être une clé aussi pour prendre des risques. Parce qu'il faut quand même aller à l'encontre de la peur pour changer. Parce que le changement, ça fait peur et le changement, c'est difficile. Hein. Il y a des phases de changement qu'on traverse tous quand on décide vraiment de faire un virage à 180 degrés. Et pour ça, il faut avoir envie vraiment de le faire, parce que c'est comme ça qu'on peut passer au-dessus des peurs, finalement. Ouais. Donc il y a vraiment l'envie. Et après, en fait, de réfléchir à qui vous êtes. Et c'est en fait toute la base de mes coachings, mais qui vous êtes vraiment, quels sont vos besoins à vous, et pas ceux qu'on fait croire qui sont les vôtres, mais qui ne sont pas les vôtres. Quelle est votre personnalité, quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, et puis qu'est-ce que vous voulez en fait dans la vie, qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos objectifs et qui vous avez envie de devenir, parce que c'est ça la base de tout. Et aujourd'hui, si j'ai été capable de ne pas postuler à cette offre très alléchante, c'est parce que je connais mes objectifs, je sais qui je suis, je connais mes besoins, et je sais que cette offre-là, même si elle paraissait très bien sur le papier, en fait, elle allait complètement à l'encontre de ça. Ouais. Et c'est le fait de connaître tout ça, mon objectif, qui je suis, qui m'a permis de me dire, non, en fait, parce que moi, je veux aller là,
Et l'offre là, elle me fait aller complètement de l'autre côté. Donc ça n'a aucun sens. Et je pense que c'est vraiment ça, la clé pour après être capable de prendre des décisions qui vont dans le sens de nos objectifs et donc de ce qu'on a vraiment envie de faire. Voilà. Et le dernier conseil, c'est potentiellement, si vous avez du mal à le faire tout seul, de se faire accompagner, forcément. Oui, c'est ça. Non, mais il faut pas. J'ai pu le dire à travers différentes interviews, mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir forcément de honte ou de sentiment d'échec de se faire accompagner. Mais c'est vrai que ça peut être la vision de certaines personnes. Ouais. De se dire, j'ai pas envie de me faire accompagner parce que j'ai envie d'y arriver tout seul. Mais c'est pas forcément la bonne solution. Des fois, on peut arriver à faire les choses tout seul. Des fois, on a juste besoin d'être accompagné par la bonne personne. Tout à fait. Pour pouvoir avancer plus vite. Parce que c'est ça le but aussi. Tout à fait. C'est de ne pas attendre 10-15 ans pour avancer vers ses vrais objectifs et de pouvoir, je dirais, moi c'est comme ça que je vois les choses, mais si on va voir quelqu'un, c'est pour aussi peut-être accélérer le processus, pas rester bloqué pendant des années et puis peut-être ne jamais faire ce qu'on a envie de faire. Oui, complètement. En fait, l'accompagnement permet d'accélérer les choses et d'aller dans le bon sens aussi, de se cadrer, finalement, de se poser les bonnes questions. Donc forcément, c'est carrément un accélérateur. Après, je suis quand même d'avis que pour certains, en fait, le bon moment, ça va être à 20 ans, 25 ans. Pour d'autres, le bon moment pour le changement, ça va être plus tard. Et en fait, chacun va aussi à son rythme. Et là-dessus, même si j'aurais tendance à dire que c'est dommage de s'en rendre compte à 50 ou 60 ans qu'on n'a pas forcément suivi le bon chemin, en même temps, je pense que pour certains, on a besoin de passer par certaines étapes pour s'en rendre compte. Et finalement, il ne faut pas non plus dénigrer ce qu'on a fait avant, dans le sens où si je n'avais pas continué mon master, si je ne m'étais pas retrouvée à Chalon, je n'aurais pas pu comprendre tout ça. Et du coup, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, il faut se faire aider. Et quand on sent qu'on est appelé par ça, pour le coup, il ne faut pas résister, parce que c'est là qu'on va perdre du temps. Mais par contre, si ce message-là de changement et d'envie de s'écouter soi, il vient plus tard, c'est pas grave en fait, mais écoutez-le à ce moment-là, mais commencez pas en fait à vous dire c'est trop tard ou je suis nulle, je m'en rends compte que maintenant. Il y a aussi ça quoi. Ok, très bien. Laura, est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller pour une prochaine interview, quelqu'un pour toi qui incarne la réussite, que ça soit localement, ou même quelqu'un, ça peut être quelqu'un de connu ou autre? Qu'est-ce qui me vient ? C'est rigolo parce que en fait, ça me fait penser l'endroit où on est et ce que tu me dis, ça me fait penser à Élise Auters, qui a croisé mon chemin parce qu'en fait, j'ai loué sa maison à Saint-Romain, et qui est une femme chef d'entreprise qui est quand même assez incroyable et je pense qu'elle est vraiment source d'inspiration. Elle fait partie du réseau Femmes et Challenge. Je pense à ça parce que c'est Léa aussi, Léa Sarah, qui a un peu créé cet endroit, ce lieu. Donc c'est un peu lié. Et puis dernièrement, elle m'a envoyé un message sous une de mes publications LinkedIn. Et en fait, justement, je lui ai dit que c'était quelqu'un de très inspirant et donc que ces messages me touchaient à chaque fois. Donc je pense particulièrement à Élise. Et après, il y a plein de gens qui peuvent me venir à l'esprit parce qu'il y a, du coup, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui se créent leur propre réussite aussi. Mais là, comme ça, d'autres noms ne me viennent pas. Mais je ne manquerai pas de t'en partager ultérieurement. Élise, je te contacterai. On verra si tu acceptes l'invitation. Ça sera un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu as un dernier mot, Laura ? Et où est-ce qu'on peut te retrouver déjà sur tes différentes activités ? Alors, principalement sur Instagram. Donc, pour le coaching, c'est Laura Z Coaching. Et pour le conseil en adoption de chiens, c'est Laura Eoli. Après, je te donnerai peut-être les écritures exactes de toute façon, pour qu'on nous retrouve. Et je suis aussi sur LinkedIn où je partage surtout plutôt autour du coaching, mais en fait surtout LinkedIn, c'est plus des partages spontanés aussi sur, comme tu le disais, le rapport à l'argent et ce genre de réflexions qui me viennent, qui sont en fait pas forcément liées à une activité en particulier, mais plutôt des réflexions générales. D'accord. Et à Décathlon, au rayon. Et à Décathlon, Montivilliers, au rayon montagne, randonnée, ski. Voilà. Si vous voulez des conseils randonnée, ski, surtout n'hésitez pas, j'adore ça. Vous pouvez y aller. Laura, je te remercie d'avoir partagé un petit peu ton parcours, tes activités sur le podcast. Ça a été un plaisir.
Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la réussite et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.